Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de ce cycle consacré à la fraternité, dans la suite donc de la conférence que j'ai eu l'honneur et le privilège de donner hier soir. Et dans cette deuxième partie, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Alexandre de Vitry. Alors, le professeur est un ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon. Il est agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française de l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, sous la direction d'un grand ami de la maison, le professeur Antoine Compagnon, professeur honoraire du Collège de France et que les habitués du Collège Belgique connaissent bien. Il a donc réalisé sous la direction du professeur une thèse portant sur Charles Péguy, qui est un auteur qu'il connaît parfaitement et qui lui a valu un prix dès 2015, le prix Henri Hertz, qui était décerné par la chancellerie des universités de Paris. Il a été aussi un attaché temporaire de recherche au Collège de France, justement, auprès du professeur dans la chaire de littérature française moderne et contemporaine, et aujourd'hui, il est maître de conférences en littérature française du XXe siècle et du XXIe siècle à la faculté des lettres de Sorbonne Université et il vient de mettre la dernière ligne à son habilitation à diriger des recherches qu'il soutiendra bientôt. Alors ce sont des recherches qui portent sur la littérature française du XIXe siècle au XXIe siècle, tant les essais que les romans, que les écritures de soi, les autobiographies, mais aussi avec un intérêt tout particulier pour l'histoire des idées sociales, l'histoire des idées politiques et aussi l'histoire des idées religieuses, et notamment lorsqu'elles sont en lien avec une production littéraire. Alors il est l'auteur de très nombreux articles, de très nombreux ouvrages. Il est aussi membre de sociétés scientifiques savantes importantes. Je me permets d'en citer deux. Le Centre d'études de la langue et des littératures françaises et puis une autre société très prestigieuse dont il est le trésorier d'ailleurs. C'est la Société des textes français modernes qui est une association tout à fait vénérable, centenaire d'ailleurs je pense maintenant, et qui publie, vous savez, les éditions critiques de textes littéraires importants qui commencent à la Renaissance et qui vont jusqu'au XXe siècle. Alors, je le disais, beaucoup de livres, beaucoup d'articles. Je me permets de mentionner quelques ouvrages. Conspiration d'un solitaire, l'individualisme civique de Charles Péguy, donc c'est le travail qui est issu de la thèse de doctorat qui a reçu le prix dont je parlais tout à l'heure. Un très beau livre aussi, car il est un spécialiste de cet auteur, L'Invention, de Philippe Muret. Et puis le livre qui va être vraiment au cœur de la conférence de ce soir, dont j'ai déjà un peu esquissé l'une ou l'autre perspective hier soir, mais très brièvement, Le droit de choisir ses frères, point d'interrogation, une histoire de la fraternité, tout récemment paru aux éditions Gallimard en 2023 et qui a reçu le Grand Prix d'histoire de la littérature de notre Académie belge de langue et de littérature française en 2023. Et puis alors à côté de cela, il y a aussi une activité extrêmement importante que je me permets de souligner, c'est son activité d'éditeur de textes. C'est un éditeur de textes d'André Suarez, c'est aussi un des éditeurs de Marcel Proust, un éditeur d'Alain. Nous avons hier terminé la conférence avec une citation d'Alain. Il a donc édité Les éléments de philosophie. Et puis aussi, chose extrêmement importante et intéressante, il est un des éditeurs du journal, mais le journal intégral de Julien Green. Ces journaux qui, vous le savez, ont été publiés dans la collection bouquins à partir de 2021. Et il est aussi un des éditeurs de Philippe Muret, notamment les fameux journaux intimes. Alors, ce soir, il va donc nous parler, dans la continuité de ce cycle, de cette notion de fraternité. Et dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Le droit de choisir ses frères, on peut dire vraiment que le professeur de Vitry a donné une enquête tout à fait remarquable, tout à fait unique, sans aucun doute, sur la notion de fraternité dont il a montré la complexité,
et aussi le caractère insaisissable et ambigu. Et le mérite est aussi d'avoir retracé l'histoire de la notion à travers les âges, en s'adressant aussi, en s'intéressant de façon précise et rigoureuse, notamment à ses usages en christianisme, les usages métaphoriques, les usages de la fraternité dans la figure de Jésus, qui tente donc de construire un peuple de frères. Et puis, il y a aussi, et nous en avons déjà parlé quelque peu hier soir, il y a tous les usages révolutionnaires, les usages républicains, qui sont à la fois solaires et qui sont aussi parfois extrêmement sombres et cinglants. Mais peut-être qu'aussi une des grandes spécificités de l'ouvrage, c'est qu'il est écrit par un professeur qui a une formation littéraire, c'est qu'il est allé voir aussi ce qui se trame dans cette idée de l'histoire des idées, ce qui se trame dans le champ des différentes littératures. Et c'est pourquoi dans ce livre, on retrouve bien entendu Baudelaire, on retrouve Péguy, et il y a au fond aussi cette étude de toutes ces tensions de la fraternité comme principe aussi politique et comme principe civique qui sont donc relus à travers une histoire de la littérature. Et avant de vous donner la parole, cher professeur, je voudrais citer un entretien que vous avez donné pour la Revue Humaniste en 2023. C'était tout à fait récemment, qui me semble être donc une bonne introduction à la conférence que vous allez nous donner. La fraternité, dites-vous, doit donc s'appréhender selon ce paradoxe indépassable. Pour faire vivre la fraternité humaine, il faut bien choisir ses frères. Mais en choisissant ses frères, on risque toujours de compromettre la fraternité humaine. Je crois, dites-vous, que le salut de la fraternité est dans cette contradiction qu'il faut savoir regarder en face, sans hypocrisie, sans cynisme, sans choisir de façon exclusive l'une ou l'autre de ces dimensions, théoriques ou pratiques, universelles ou restreintes. Et vous terminez en disant ceci: la fraternité n'est pas tant une valeur qu'un principe moteur de l'humanité, principe double, parfois aporétique, mais qui a justement la vertu de pouvoir, et ça c'est très important, me semble-t-il, dans votre pensée, qui a la vertu de pouvoir se corriger lui-même de ses propres démons. Eh bien, je vous remercie par avance de votre conférence qui, comme à l'habitude du collège, sera donc suivie par un moment de questions, de réponses, d'entretien avec l'assemblée de ce soir pour terminer, comme d'habitude, aux alentours de 19h. Cher professeur, merci infiniment. Merci beaucoup, cher professeur, et merci de votre invitation. Merci à toutes les équipes du Collège Belgique pour l'organisation de cette conférence et à l'Académie royale qui me fait beaucoup d'honneur en m'invitant. Et merci pour cette présentation, oui, peut-être un peu trop généreuse. J'ai l'impression d'avoir tant rougi que j'ai de la fumée qui sort des oreilles, mais je vais me calmer en vous parlant un peu. Donc, vous, je pense, en avez conscience comme moi, il y a depuis une vingtaine d'années, disons, quelque chose comme une sorte d'actualité, de nouvelle actualité de la fraternité, alors que l'idée de fraternité, ce vocabulaire, tous ces mots des frères fraternels et fraternité, sont des mots qui peuvent aussi susciter une espèce de gêne, un embarras. Ils restent un peu sur la langue, ces mots, comme si c'était une langue un peu désuète, qu'on était toujours un peu embarrassé de parler ou d'entendre. Quand tout le monde se proclame frère, eh bien, on peut avoir tendance à se méfier de ce type d'énoncés, des énoncés trop sentimentaux peut-être, ou trop chrétiens pour certains, trop naïfs. Or, malgré cette réticence, et une réticence qui, je crois d'ailleurs, se maintient aujourd'hui, eh bien, malgré cette réticence, il y a eu un retour assez massif, en fait, de propositions fraternelles, explicitement fraternelles, dans toutes sortes de publications, de livres, de discours politiques, de manifestations religieuses, associatives, depuis le début du XXIe siècle en particulier. Ça s'observe très bien si vous prenez des grands catalogues de bibliothèques, par exemple, et vous regardez des livres qui comportent les mots fraternel ou fraternité dans leur titre, il y a vraiment une explosion au XXIe siècle comme un retour. C'est un peu de ce retour que j'ai voulu partir, voilà, en proposant une enquête un peu sur cette notion, sachant que
cette notion, eh bien, elle a beau faire retour, elle continue de poser tous les problèmes qu'elle a toujours posés. Ce n'est pas parce qu'elle est plus actuelle qu'elle se débarrasse de ces des anciennes impasses dans lesquelles elle s'était engouffrée si souvent auparavant. Si on prend la fameuse devise de la République française, eh bien, à côté de la liberté et de l'égalité, la fraternité pose un gros problème de flou. La liberté ou l'égalité, on peut tenir plus ou moins à l'une ou l'autre de ces notions, et souvent le cliché un peu, c'est de dire que à droite on penchera davantage du côté de la liberté, et à gauche du côté de l'égalité. Mais malgré ces clichés discutables, mais voilà, qui existent, malgré ces différends qu'on peut avoir au sujet de la liberté et de l'égalité, on peut assez facilement tomber d'accord sur le sens à donner à de tels mots, alors que c'est beaucoup plus difficile pour la fraternité. Et pourquoi est-ce beaucoup plus difficile? Pour une raison toute simple, c'est que la fraternité, c'est une métaphore. Ce n'est pas le cas de la liberté, ce n'est pas le cas de l'égalité. La fraternité, c'est une métaphore. Et d'ailleurs, moi, comme vous l'avez compris, je suis un littéraire, et c'est en tant que littéraire que je me suis intéressé à ce contenu métaphorique de la fraternité. C'est une métaphore puisque c'est un mot qui vient du vocabulaire familial, mais qu'on va appliquer à des réalités qui ne sont pas familiales. Et même, alors je vais expliquer ensuite tout à l'heure un peu pourquoi cela fonctionne ainsi, mais il y a quelque chose de très bizarre en fait dans le mot fraternité, c'est qu'on ne parle quasiment jamais de fraternité à propos des familles précisément. C'est-à-dire que c'est une métaphore qui a l'air de travailler contre le sens propre dont elle est issue. On parle de fraternité quand précisément on peut concevoir un sentiment fraternel à l'égard de quelqu'un d'autre que ses frères et sœurs, que ses pères et mères. C'est quand on sort de la famille qu'on se met à parler de fraternité. Donc voilà, il y a une espèce de métaphore un peu déroutante en fait derrière l'idée de fraternité, et c'est là-dessus que j'ai voulu réfléchir. D'où d'ailleurs le titre de cette conférence. Bon. Des frères de sang aux frères humains, c'est-à-dire que dans le passage en fait des frères de sang aux frères humains, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle fraternité. Le mot fraternité, c'est le nom de ce passage à une nouvelle forme de sentiment fraternel que le sentiment familial. Et puis j'avais un deuxième point de départ, et qui d'ailleurs a donné son titre au livre dont j'ai dit un mot. Il faut que je me serve de ceci, sinon vous m'entendrez mal dans les micros. Donc c'est une formule que j'ai empruntée à Baudelaire, c'est que vous voyez ici, le droit de choisir ses frères. Alors chez Baudelaire, la formule exacte, et j'y reviendrai tout à l'heure vers la fin de la conférence, c'est le droit naturel de choisir ses frères. Alors ce naturel a beaucoup d'importance, mais avant même d'aller enquêter de ce côté-là, cette formule de Baudelaire, elle est très intéressante parce que c'est chez lui une formule négative. C'est-à-dire que Baudelaire, c'est dans un des derniers textes de Baudelaire, avant qu'il sombre dans l'aphasie, eh bien Baudelaire se plaint en fait de vivre dans un siècle, le 19e siècle, où il serait privé du droit de choisir ses frères, ou de ce qu'il appelle un droit naturel de choisir ses frères. Alors il y a tout un jeu en fait de Baudelaire ici, sur un arrière-plan dans le discours de son époque, c'est-à-dire que choisir ses frères, c'est une aspiration humaine profonde qui est celle de Baudelaire et dont on veut le dessaisir. On veut l'en dessaisir au moins de deux manières. Il y a deux manières de ne pas pouvoir choisir ses frères. La première, c'est quand on restreint l'idée de frère précisément au sens propre, à la famille, au biologique. Alors ça peut être la famille restreinte au sens des frères et sœurs, mais aussi une famille un peu plus étendue. Et le 19e siècle, c'est le grand siècle de la race, le siècle où on a pensé la race avec les conséquences que l'on sait. Et la race, c'est une extension de l'idée de famille au groupe humain, une série de groupes humains différenciés. Et ça, c'est une première manière de ne pas choisir ses frères, c'est-à-dire mes frères sont ceux que la nature m'a donnés, et Baudelaire n'en veut pas. Mais bien sûr, et c'est le vrai sens que Baudelaire veut réfuter avant tout, ces frères qu'on veut lui donner alors qu'il ne les a pas choisis, ce sont les frères de la fraternité humaine, universelle, la fraternité du genre humain. Et si les êtres humains sont tous frères, ou tous frères et sœurs les uns avec les autres, eh bien, on ne peut plus choisir ses frères, on n'a plus droit à une fraternité élective. Alors, vous voyez ce Baudelaire de la fin de sa vie, un Baudelaire qui était un auteur très antimoderne, très fulminant sur la fin de sa vie, très crépusculaire. Il y a bien sûr quelque chose ici d'une forme de repli contre la démocratie tentaculaire qu'il juge se déployer sous ses yeux. Mais ce que ça permet surtout de faire voir, c'est que j'ai parlé au départ d'une métaphore, donc d'un sens propre et d'un sens figuré, mais ce que Baudelaire permet de faire voir, c'est qu'en fait, il y a trois sens qui jouent toujours les uns avec les autres dans cette histoire de fraternité. Il y a trois sens. Il y a un sens familial,
un sens universel, ouvert, la fraternité de tous les hommes. Alors ça peut être dans le christianisme justement, et ça peut être aussi dans des versions plus modernes qui se développent au XIXe siècle. Et puis il y a une troisième fraternité, qui est une fraternité élective, choisie. Une fraternité qui peut se manifester dans les fraternités amicales, parfois dans des formes de fraternité professionnelle, dans la fraternité des armes également. D'autres formes de fraternité ici qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus mobiles, et qui entrent en contradiction avec les deux autres. Donc en fait, à l'intérieur de ce problème de vocabulaire, qui traverse l'histoire de l'humanité, en fait, l'histoire du discours, eh bien, on a une espèce de nœud politique, un nœud politique dans les aspirations humaines les plus profondes, si l'on veut. Et donc, se promener avec ce vocabulaire sur une histoire très longue, eh bien, c'est une manière d'enquêter sur ces aspirations humaines qui vont jusqu'à nous, alors qu'elles viennent, comme dit Malraux, d'un irrationnel des cavernes. D'un irrationnel des cavernes. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de remonter un peu en arrière. Alors voici aussi loin qu'on puisse remonter, sachant qu'une partie de ce que je propose ici est très hypothétique, comme tout ce qui concerne l'indo-européen, qu'il vaut mieux appeler indo-européen reconstitué, puisqu'on a affaire ici à des propositions hypothétiques sur ce que peut être cette souche indo-européenne qui donne lieu ensuite à plusieurs grands ensembles linguistiques. Et donc la souche qui va donner le vocabulaire de la fraternité, plutôt le vocabulaire du frère, le mot frère, c'est la souche brater que vous voyez ici. Le petit astérisque signale qu'il s'agit d'un mot hypothétique dont on n'a pas d'attestation. Brater, ce qui est intéressant, et c'est ce que le linguiste benveniste avait bien identifié, c'est que en fait, toutes les acceptions qu'on arrive à supposer en recoupant différentes sources sont toujours déjà étendues, sont toujours déjà plus ou moins, en fait, on pourrait dire, pour le dire très vite, métaphoriques. C'est-à-dire que le mot brater ne désigne pas des frères et sœurs de même parents, mais désigne en fait le frère de clan, ou le frère d'une espèce de groupe spirituel, le frère de tribu, si vous voulez. Autrement dit, contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme sens intuitif de la langue, ce qui est premier, ce n'est pas ce que nous appelons le sens premier, ou le sens propre, ou le sens dont les sens figurés seraient des dérivés. Ce qui est premier, au contraire, c'est le sens large. En fait, la restriction sur ce que nous appelons famille, elle va venir dans un second temps. Et c'est dans les avatars de l'indo-européen, dans les différentes langues indo-européennes, qu'on va voir ce sens se préciser. Et c'est là que les cas différenciés du grec et du latin sont intéressants, parce que ça peut se passer de deux manières, en gros. Et le grec et le latin donnent deux exemples bien différenciés de ce que devient cette souche. Bon, je ne l'ai pas écrit en alphabet grec pour que les choses restent le plus lisibles. J'espère que les hellénistes ne m'en veulent pas. Mais donc, en grec, on a deux termes différents, en fait, qui peuvent donner le mot frère. Mais le vrai mot frère en grec, ce n'est pas le mot frater, justement, qui existe en grec, mais c'est le mot adelphos, qui va intervenir dans un second temps. La fratrie, alors qu'on écrira en français avec PH, justement, la fratrie chez les Grecs, ce n'est pas la fratrie comme nous l'entendons, ce n'est pas la fratrie des frères et sœurs, la fratrie, c'est un groupe un peu intermédiaire entre la famille et la cité, justement. Donc ça se rapproche de ce qu'on pourrait appeler un clan, par exemple. Donc une fratrie, c'est ça. Et donc le frère, au sens du frater grec, c'est le frère de clan. Va émerger dans un second temps, dans la langue grecque, un terme qui est le terme adelphos, qu'on retrouve dans Philadelphie aujourd'hui, par exemple. Philadelphie, ça veut dire l'amour fraternel. Et adelphes, c'est des enfants issus de la même matrice. C'est de là que vient le terme. Donc des enfants de la même mère. Vous remarquez d'ailleurs une particularité, c'est que contrairement à ce qui va se passer ensuite dans le français, dans la langue française, adelphos ne désigne pas seulement les hommes. Les adelphoi, ça peut aussi s'étendre aux femmes, puisqu'il s'agit de désigner un lien fraternel qui passe par l'origine, par la même mère. La question du père aussi est secondaire, puisque de toute façon, les thèses de paternité sont bien loin, alors que la mère est la preuve tangible de ce lien de sang qui fonde une fraternité qu'on pourrait appeler, pour la première fois, une fraternité littérale. C'est-à-dire que ce que le mot adelphos fait apparaître, c'est un sens propre de la fraternité. Cette idée n'avait pas de sens, en fait, auparavant. C'est parce qu'on invente un mot pour désigner quelque chose qui va être ce que nous, on appellerait un lien familial, un lien biologique, si l'on veut, pour être encore plus anachronique, qu'on va pouvoir, en fait, produire des métaphores. Parce qu'une métaphore, ça suppose un déplacement, c'est-à-dire un sens propre qu'on va pouvoir déplacer vers un sens figuré. Et c'est parce que le grec invente ce mot adelphos que la métaphore fraternelle va devenir possible. La deuxième option, c'est l'option latine.
C'est-à-dire que cette fois, le mot brater passe directement dans le mot frater, avec le F latin, qui va donner le frère français, bien entendu. Et le mot frater, il a ceci d'intéressant que ce n'est pas tant l'option de la métaphore qu'il va permettre de développer que l'option de la polysémie. Parce que le mot frater, en latin, il va pouvoir s'appliquer aussi bien aux réalités familiales les plus restreintes qu'à des liens beaucoup plus étendus, beaucoup plus métaphoriques, précisément, des liens religieux, des liens civiques, des liens professionnels, des sociabilités de tout ordre. On peut être frère de 1000 manières, vous voyez, en latin. Donc, au lieu de l'opération métaphorique, avec ce jeu de déplacement, c'est la polysémie que le latin inaugure. Bon, eh bien, en français, notre langue, elle est majoritairement latine, bien entendu. Donc, c'est d'abord de cette polysémie que nous sommes les héritiers. Mais à l'intérieur de ces jeux polysémiques, eh bien, nous allons aussi hériter de cette aspiration métaphorique, en quelque sorte, qui, elle, vient du grec. Voilà. C'est dans cet état, en gros, que le vocabulaire arrive autour de l'an 0, sur lequel on va s'arrêter un petit peu, et va donner lieu, en fait, à une espèce d'opération absolument extraordinaire, qui est l'opération chrétienne qui s'opère sur le langage. Parce que ce qui se passe avec le christianisme, c'est qu'un nouveau terme va émerger, en grec comme en latin, c'est le substantif abstrait tiré de cette idée de frère, c'est-à-dire l'adelphité, l'adelphotes, la fraternité, ou la fraternitas en latin. Donc ça, c'est l'opération chrétienne. Donc cette opération chrétienne, vous voyez, si on est concentré, comme je le fais ici, sur ce problème de vocabulaire, c'est une révolution sémantique. C'est vraiment une révolution du sens parce qu'on invente ce nouveau mot. Donc toutes les premières attestations de adelphotes ou fraternitas sont des attestations dans des contextes chrétiens. Donc d'abord néo-testamentaires, donc dans le Nouveau Testament, et puis ensuite chez les pères de l'Église, tous les premiers siècles de l'ère chrétienne, il y a toutes sortes d'usages. Ce qui se passe en fait dans cette appareil. Alors la question que j'essaye de poser à ce vocabulaire, c'est pourquoi cette nécessité en fait d'inventer comme ça un nouveau terme, pourquoi cette possibilité aussi de le rendre plus abstrait. En fait, si on regarde tous les usages du vocabulaire fraternel à l'intérieur de la Bible, et pour le coup en courant sur l'ensemble du corpus biblique, en incluant également l'Ancien Testament, eh bien ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un glissement en fait du vocabulaire fraternel qui va rendre comme nécessaire cette espèce d'explosion produite par le discours christique. Qu'est-ce que c'est cette espèce de mouvement venu du fond de la Bible, donc du fond des âges, si l'on veut? C'est l'idée qu'en fait, la relation fraternelle, la relation entre deux frères, est fondamentalement une relation violente. Elle est même en fait l'autre nom de la violence. C'est le fratricide d'Abel et Caïn, mythe donc de fondation, qui est un mythe de fratricide, comme on en trouve d'ailleurs ailleurs que dans le judaïsme, dans le christianisme. On peut penser bien sûr à Rémus et Romulus par exemple, ou au corpus tragique grec. On trouve dans les tragédies grecques anciennes plusieurs mythes de fratricide du même ordre. Bon, ici, en l'occurrence, dans le parcours biblique, c'est Abel et Caïn qui portent les premiers cette marque du fratricide, mais en fait, surtout dans la Genèse, par exemple, si l'on observe la succession des générations, ce fratricide se répète de manière plus ou moins consommée de génération en génération. C'est-à-dire que les relations entre frères, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, tout le long de la Genèse, en fait, sont une sorte de déclinaison en plusieurs étapes de ce fratricide initial, qui se répète en adoptant des modalités différentes d'une génération à l'autre, avec la possibilité d'un rachat à la fin de la Genèse par l'opération de Joseph qui va reconnaître ensuite ses frères. Je reviendrai peut-être un peu à l'opération de Joseph en particulier tout à l'heure. Je parle ici du Joseph de la Genèse, pas du Joseph perputatif de Jésus dans le Nouveau Testament. Bon, Joseph qui donc était presque tué par ses frères et puis qui finira par les sauver de la famine une fois qu'il est devenu le premier ministre de Pharaon en Égypte. Je reviendrai sur lui tout à l'heure. Une petite parenthèse malgré tout, c'est qu'il est très courant en théologie chrétienne de faire de Joseph une préfiguration parmi d'autres de la figure du Christ à l'intérieur des écritures vétérotestamentaires. Et notamment pour cette raison, parce qu'il est un des premiers à interrompre la répétition du fratricide qui fait l'histoire humaine. D'ailleurs, ce sera un leitmotiv de la Cité de Dieu de saint Augustin, quelques siècles plus tard, de dire que l'histoire humaine est une répétition de fratricide, d'où le fait que la cité fondée sans Dieu pour saint Augustin, c'est Rome, c'est-à-dire Rémus et Romulus, un fratricide qui fonde la cité même. Il faut l'apparition du Christ pour que le fratricide s'interrompe. Alors pourquoi je suis si long sur cette espèce de préparation du christianisme par le fratricide? Parce que je pense qu'elle est la clé de cette émergence de l'idée de fraternité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez toutes les proclamations de fraternité qu'on trouve dans le Nouveau Testament,
elles sont de manière presque systématique, en fait, une réponse à la question de ce qu'est la famille initialement. C'est-à-dire, même on pourrait dire, une espèce d'opération de destruction de la famille. Alors ça peut paraître un peu fort vu d'aujourd'hui, où le catholicisme en particulier est associé à la défense des valeurs familiales, traditionnelles, etc. Bon, je ne vous fais pas un dessin, mais si on va du côté des évangiles, c'est tout à fait autre chose qui se dessine dans les énoncés qu'on peut rencontrer. Ouais. Par exemple ici, dans l'évangile de Marc, et puis je vais vous donner ensuite quelques exemples dont la violence est plus manifeste. Ce qui est intéressant ici chez Marc, c'est le fait que la proposition de fraternité chrétienne est explicitement formulée comme une proposition de remplacement des anciens liens familiaux, sanguins, biologiques, tribaux, par de nouveaux liens qui sont dans le Christ et qui n'ont plus rien à voir avec la famille. Mais ça se fait dans le vocabulaire de la famille. C'est ça qui est très particulier. Donc je lis ces quelques lignes. Arrivent sa mère et ses frères, restant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Il leur répond, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu. Voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc vous voyez, avec une insistance sur les différents liens familiaux possibles, qui viennent à chaque fois être remplacés par une nouvelle proposition, une nouvelle famille en quelque sorte, spiritualisée, spirituelle. Alors ici, ça se fait de manière assez pacifique et presque symbolique si l'on veut, c'est de l'ordre du vocabulaire. Parfois, les choses sont quand même un petit peu plus rudes, comme ici par exemple, chez Luc ou chez Matthieu. Donc chez Luc, ici, chapitre 14. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et puis chez Matthieu, l'énoncé célèbre que vous avez sans doute déjà entendu, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, et la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa maison. » Donc vous voyez ici, le Christ, ce n'est pas du tout le garant de la famille, comme on pourrait l'imaginer avec la grammaire, disons, des débats sociétaux d'aujourd'hui. Le Christ, c'est celui qui veut pulvériser la famille, en tout cas, cette famille qui serait fondée naturellement, comme nous le dirions avec notre vocabulaire, cette famille familiale, si je puis dire, au nom d'un autre lien, un lien qui, lui, se fonde dans le Christ. Donc la fraternité, le mot fraternité, comme substantif, fraternitas, adelphotes, c'est une espèce d'antifamille, un peu comme on parle d'antimatière ou comme on parlait d'antimatière en physique. Vous voyez, quelque chose qui détruit la famille, mais qui produit autre chose au passage. Avant de faire un grand bond dans les siècles, parce que je vous rassure, je ne vais pas être aussi détaillé sur chaque étape de l'histoire de l'Occident, quelques remarques sur deux petits aspects encore liés au premier siècle du christianisme. Et ensuite, j'en viendrai tout de suite à la Révolution. La première remarque, c'est celle-ci. J'ai mis de côté, jusqu'ici, un énoncé un peu à part, ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire un énoncé unique, qui n'intervient qu'une seule fois, toujours dans les évangiles, où le mot frère a une acception un peu différente, et une acception qui a fait couler énormément d'encre, et qui est très intéressante parce que, peut-être que j'en parlerai à la toute fin de ma présentation, je pense qu'elle est une clé notamment pour comprendre la pensée du pape François, qui est l'auteur d'une encyclique sur la fraternité, précisément, il y a quelques années. Cet énoncé, on le trouve chez Matthieu, à nouveau, et il a connu plusieurs traductions. Donc je vous les donne toutes parce que, justement, ces différentes traductions montrent bien la difficulté qu'il y a à appréhender la formule. Donc c'est dans une parabole sur le souverain maître, qui représente bien sûr Dieu, et Dieu désigne les plus petits de mes frères, traduit la Bible de Jérusalem, traduction à mon avis assez insatisfaisante. On préférera soit celle de la traduction œcuménique de la Bible, les plus petits qui sont mes frères, soit celle que proposait Joseph Ratzinger, le très jeune Ratzinger, dans un de ses tout premiers textes, qui était justement un essai érudit sur l'idée de fraternité qu'il avait publié juste après sa thèse au début des années 60, et où il proposait de traduire les plus petits, mes frères, c'est-à-dire les plus petits. J'aime bien la traduction de Ratzinger parce qu'elle montre bien en fait ce dont cette formule est la promesse, c'est-à-dire une conception de la fraternité qui ne désigne même plus un certain type de lien. Il ne s'agit pas de dire la fraternité, c'est un lien qui vient se substituer à un autre.
c'est beaucoup plus une forme de l'expérience que le mot frère ici vient désigner. C'est l'expérience de la petitesse de quelqu'un, de ce que dans le vocabulaire chrétien on pourrait appeler le prochain. D'où d'ailleurs, par exemple, l'importance dans l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, de la parabole du bon samaritain, parce que c'est cette problématique de la rencontre qui est en jeu dans ce problème de la fraternité. C'est-à-dire que la fraternité, c'est ce qui se passe dans un individu devant le spectacle de la vulnérabilité d'un autre individu, ou le spectacle de la petitesse, de la fragilité de cet autre individu. Mes frères, c'est-à-dire les plus petits. Et là, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, il me semble, comme proposition, que simplement la spiritualisation de l'idée de famille ou de l'idée de fraternité ou de lien fraternel. C'est-à-dire quelque chose qui va placer au cœur de la rencontre de tout un chacun, du premier venu, le cœur même de l'expérience chrétienne. Bon, j'y reviendrai. C'est en tout cas l'énoncé le plus maximaliste qu'on puisse trouver d'une proposition fraternelle à ce moment-là et qui a appelé une grande postérité. Mais en même temps, et c'est la deuxième remarque que je voudrais faire pour clore momentanément le dossier du christianisme, eh bien en même temps, dans les siècles qui vont suivre, il y a un mouvement presque contraire qui s'opère dans le christianisme autour de ce vocabulaire de la fraternité. Parce que bon, la fraternité proposée par le Christ, elle est virtuellement universelle. Virtuellement, puisque c'est la fraternité du baptême. C'est-à-dire tout le monde peut devenir frère, mais il faut quand même suivre le Christ. Si vous ne le suivez pas, vous ne rentrez pas dans cette fraternité. Elle peut couvrir le globe entier, l'univers entier, l'humanité entière, mais elle le peut seulement. Donc voilà, il y a une promesse d'universalité, mais il y a quelque chose d'un peu fragile dans cette promesse. Or, précisément, lorsque l'Église va se consolider comme telle, se penser comme telle, mettre en place petit à petit ses dogmes et son fonctionnement institutionnel, il y a quelque chose de très différent qui va se passer. Dans les premiers siècles, jusqu'en gros au 6e, 7e siècle, le mot fraternité, en grec en particulier, adelphotes, c'est presque un synonyme du mot Église. Église, comme aujourd'hui on dit avec majuscule, c'est-à-dire l'institution qui désigne l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des baptisés. La fraternité, c'est les baptisés. Mais au milieu du Moyen-Âge, vers le 6e, 7e siècle, il y a un autre sens qui va petit à petit s'imposer. Les frères, les fraternités, ça va devenir le mot pour désigner le monde des moines, des monastères, des communautés restreintes. Et quand on dit frère un tel, aujourd'hui encore dans le christianisme, en fait, on désigne le clergé régulier. On désigne ceux qu'on appelle les frères, d'ailleurs, parfois, ou les bonnes sœurs, précisément. C'est-à-dire des gens qui sont, en quelque sorte, un peu plus frères que les autres, un peu plus sœurs que les autres. Une fraternité au carré. Donc il y a à l'intérieur de cette fraternité universelle, en fait, un effet inverse de resserrement, vous voyez, sur une fraternité élue, en fait, plus élue que les autres, plus chrétienne que les autres, plus fraternelle que les autres. Donc là, il y a en fait un principe de tension extrêmement fort. Et cette tension, elle va se maintenir pendant des siècles, et lorsqu'on arrive au XVIIIe siècle, au moment où tout ce vocabulaire va se séculariser massivement, même déjà un peu au XVIIe siècle, eh bien, ces contradictions vont se présenter, en fait, à ceux qui veulent séculariser tout ce vocabulaire. Et pour les révolutionnaires, par exemple, eh bien, les frères, ça viendra à la fois de cette grande promesse d'universalité et en même temps de cet imaginaire des meilleurs. Il y en a toujours qui sont plus frères que les autres à l'intérieur de la grande fraternité qu'on se promet pour un jour. Donc l'héritage chrétien, il est là. L'héritage chrétien, il est dans ces tensions. Le christianisme, ce n'est pas seulement la fraternité la plus généreuse qui soit, c'est aussi ce cocktail de contradictions, en quelque sorte, qui apporte à la modernité ensuite son vocabulaire. Donc venons-en à la Révolution maintenant. Alors la Révolution, c'est bien sûr un grand moment pour l'histoire de la fraternité, pour diverses raisons. Mais quelques mots d'abord pour dire aussi ce qui, dans la Révolution, échappe à la fraternité. À quelques illusions d'optique qu'il faut tout de suite dissiper. D'abord, la devise liberté, égalité, fraternité, même si on la voit poindre de manière très ponctuelle dans certains usages lors de la Révolution, ça n'est pas un héritage de la Révolution française. C'est la devise qui sera proclamée en 1848 de la Deuxième République, au milieu du XIXe siècle. Ce n'est pas la devise des différentes constitutions qui sont élaborées pendant la Révolution française. Première chose. Deuxième chose, dans les textes institutionnels de la Révolution, on trouve presque de manière presque nulle en fait ce vocabulaire également. Il y a très peu de fraternité, il n'y en a pas dans la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 ne comporte pas l'idée de fraternité, et dans les projets de constitution, on les trouve parfois dans des articles additionnels très spécifiques liés aux faits révolutionnaires, mais jamais dans les articles centraux, dans les articles qui concernent les principes.
Il y a d'autres principes révolutionnaires qu'on va beaucoup trouver dans les textes fondamentaux de ce type, les textes légaux, les textes institutionnels, les textes juridiques, les notions de liberté, d'unité, d'indivisibilité, d'égalité parfois, mais pas la fraternité. Donc d'abord, il faut partir d'un paradoxe, c'est qu'on fait volontiers remonter la fraternité au temps de la Révolution, et vous allez voir qu'il y a des raisons de le faire, bien entendu, mais ça ne se passe pas dans ce langage-là, qui est ce langage du droit, disons, pour le dire un peu vite. Alors si ça ne se passe là, ça se passe où? Eh bien, ça se passe dans le lyrisme révolutionnaire avant toute chose. C'est-à-dire que la fraternité, c'est le vocabulaire privilégié de l'effusion révolutionnaire. Quand la fraternité est à son plus généreux, quand la révolution est à son plus généreux, quand elle touche au plus ambitieux de ses projets, eh bien, c'est la fraternité qui s'impose. Donc on va la trouver dans les fêtes révolutionnaires énormément, dans les discours révolutionnaires très souvent, et précisément lorsque la révolution veut expliciter ce qu'il y a de plus ambitieux dans son projet, c'est-à-dire notamment toutes les divisions que l'humanité veut tâcher de surmonter. Alors la plus célèbre et qui en quelque sorte représente de manière symbolique le début même du processus révolutionnaire, c'est la division entre les trois ordres, les fameux trois ordres qui organisaient la société d'Ancien Régime. Mais en fait, toutes les divisions qui structurent l'humanité se retrouvent abordées dans les discours révolutionnaires, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les assemblées, pour être surmontées. Donc ça va être les divisions entre classes sociales, entre sexes, entre races, entre États. Et la fraternité, c'est le nom en fait de cette ambition de surmonter toutes les divisions. Oui. D'où par exemple, donc ici la fête de la Fédération que vous connaissez tous, grand moment fraternel, mais d'où par exemple cette représentation très courante, dont je vous montre ici une gravure, allégorie de la fraternité, où vous voyez deux enfants, deux chérubins qui s'embrassent, l'un blanc et l'autre noir, parce que précisément, ce que la fraternité promet, c'est aussi cette unité-là, cette retrouvaille-là, jusque donc dans l'abolition de l'esclavage et une forme d'égalité entre les races. Bon, abolition qui, comme vous savez, n'aura qu'un temps et aura à nouveau lieu de manière plus définitive en 1848, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la fraternité, c'est ça, c'est le nom, donc le véhicule privilégié du lyrisme révolutionnaire est le nom de ce que la Révolution a de plus généreux à offrir, de plus maximaliste dans son discours. Le problème, c'est que ça va aussi être, de manière tout à fait concomitante, c'est-à-dire dès les premiers moments de la Révolution, eh bien, ça va aussi être le vocabulaire privilégié de ce que la Révolution a de plus combatif, de plus violent et parfois de plus meurtrier. C'est-à-dire que la fraternité est partout dans la violence révolutionnaire également. Et ça va poser un sérieux problème pour sa postérité. Pourquoi la fraternité a à voir avec la violence? Pour plusieurs raisons. D'abord, on fraternise devant l'ennemi. La fraternité des révolutionnaires, elle se fait contre un ennemi plus ou moins symbolique, plus ou moins concret. D'ailleurs, même la fête de la Fédération, c'est un pays qui s'unit, mais contre un ordre qu'il faut mettre en ruine, qu'il faut abolir. Et puis, la France va entrer en guerre contre toute l'Europe, et c'est ce qui va donner le processus que vous connaissez de la terreur, et on ne va pas cesser de parler de fraternité au moment où la guillotine fonctionne à plein régime. Au contraire, et c'est ça qui est très troublant, en fait, dans les usages du vocabulaire fraternel durant les années de la Révolution, c'est qu'il y a plutôt une accélération, une densification des usages de ce vocabulaire à mesure que la violence se fait plus spectaculaire. Nous sommes d'autant plus frères que le nombre des non-frères se multiplie. Et le frère de la veille risque toujours de devenir un faux frère le lendemain et donc de devoir passer à son tour sous le couperet de la guillotine. Et donc, la fraternité est partout, toujours dans les discours. La grande fraternité universelle, elle est pour demain, dans une sorte d'utopie qui continue d'être formulée, même en 93, en 94, on continue de penser cette fraternité universelle de l'avenir, mais au présent, c'est la fraternité d'armes, la fraternité du combat qui s'impose. Donc là, il y a une contradiction extrêmement forte, extrêmement spectaculaire, qui fait qu'en Thermidor, c'est-à-dire après la chute de Robespierre, dans le moment un peu réactionnaire qui succède à la terreur, où il va y avoir une relecture très rapide de toutes sortes de symboles désormais associés à la terreur et qui sont des repoussoirs pendant très longtemps ensuite, eh bien on trouve la fraternité. La fraternité, ça devient un mot imprononçable. Il y a une formule de ce moment-là qui a eu une grande postérité, qu'on trouve chez Louis-Sébastien Mercier, mais qu'il attribue à Chamfort. Donc je vous ai reproduit ici la première édition. Donc on est un peu après Thermidor, mais c'est la suite de ce moment, d'autant que Chamfort est mort à ce moment-là. C'est un propos posthume que lui attribue Mercier. Chamfort, donc indigné de la prostitution qu'on faisait du doux mot de fraternité, Chamfort traduisait cette inscription tracée
sur tous nos murs, fraternité ou la mort, par celle-ci, sois mon frère ou je te tue. Il disait, la fraternité de ces gens-là est celle de Caïn et d'Abel. Vous voyez, on retrouve Abel et Caïn, le vieux mythe fratricide qui se met à réaffleurer parce que la fraternité est revenue chargée de tous ces vieux démons. Alors il faut dire plusieurs choses ici. La première, c'est que cette formule, la fraternité ou la mort, que vous avez sans doute déjà entendue, en fait, elle est tout de suite déformée par l'esprit thermidorien. Elle existe, cette formule, on la trouve sur des murs. Souvent, en fait, il s'agit plutôt d'une série, du type liberté, égalité, unité, fraternité ou la mort. Bon. Et alors, il y a en effet derrière cette mort une forme de menace, mais ce qu'il faut lire derrière cet énoncé, c'est une menace qui vise d'abord l'énonciateur, c'est-à-dire que c'est un cri de guerre des révolutionnaires qui consiste à dire « je me battrai pour la fraternité jusqu'à la mort », mais ça veut dire jusqu'à ma propre mort. En 1994, après la chute de Robespierre, on dira « mais non, c'était la mort de celui à qui on s'adressait, c'était une menace avant tout adressée à l'adversaire de la Révolution ». D'où l'espèce de retournement que propose Chamfort et qui va rendre tout ce vocabulaire complètement tabou. Et dans les années, bien sûr, de l'Empire, mais aussi de la Restauration, on pourra presque plus prononcer ce vocabulaire. Il va mettre beaucoup de temps à se réinstaller. Et d'ailleurs, c'est très intéressant si vous regardez, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a un outil que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Gallicagram, qui permet de brasser en fait toutes les données de Gallica, vous savez, la bibliothèque virtuelle de la Bibliothèque nationale de France. Donc beaucoup d'imprimés, surtout du 19e siècle, et qui permet de voir les occurrences dans une forme de graphique qui vous donne une idée des explosions et des disparitions des usages. Eh bien, la fraternité, au début du 19e siècle, a quasiment disparu. Elle va monter dans les années 30 et 40, dont je vais parler dans un instant, et après 48, elle va à nouveau disparaître de manière brutale. Elle remontera petit à petit au début de la Troisième République, mais sans jamais retrouver le niveau de 1848. Alors je vais expliquer pourquoi, parce qu'en fait tout ça, ça s'explique, mais ça commence à ce moment-là. Ça commence avec la terreur, avec Thermidor, avec cette espèce de refoulement, et j'utilise à dessein un vocabulaire psychanalytique, parce qu'on a vraiment quelque chose ici qui est refoulé, qui devient tabou en quelque sorte, comme si c'était sous le langage, parce que ça devient imprononçable. D'ailleurs, le livre qui, en 1795, parle le plus de fraternité, parce qu'il y en a un, c'est un livre de transgression absolue, c'est La philosophie dans le boudoir du marquis de Sade. Parce que, justement, en 95, parler de fraternité, c'est transgresser. C'est transgresser. Et donc, il va y avoir des jeux littéraux que je vous laisse imaginer sur l'idée de fraternité chez Sade, qui va très très loin dans ces jeux transgressifs. Donc, on ne parle plus de fraternité. Voilà commence le 19e siècle, par une sorte d'impossibilité d'utiliser ces mots-là. Pourtant, ils vont revenir. Ils vont revenir, surtout pendant la monarchie de Juillet, et puis il y a une sorte d'explosion d'âge d'or en 1848, au moment où est proclamée la Deuxième République. Ici, je vous mets, c'est vraiment en vrac et presque fait de manière aléatoire, quelques publications de ces années 30 et 40 qui montrent que des livres qui s'appellent Fraternité, des journaux qui s'appellent Fraternité, on les compte par dizaines dans ces années, un peu partout en France, que ce soit dans le monde ouvrier, dans la galaxie saint-simonienne au sens large, mais aussi chez certains catholiques qu'on appelle, qui commencent à se rapprocher des cercles socialistes, des catholiques sociaux, un peu partout, dans la poésie, chez les chansonniers. Il y a de la fraternité qui vibre un peu partout dans les années 30 et 40. Comment cela s'explique-t-il ? En résumant un peu les choses, parce que tout ça, c'est une masse de discours assez touffue, assez complexe, il y a trois gros facteurs. Le premier, c'est que c'est le moment où on commence à livrer les premières grandes histoires de la Révolution française. Donc la plus célèbre, c'est celle de Michelet, que vous connaissez sûrement, mais il y en a beaucoup d'autres à ce moment-là, celle de Louis Blanc exemplairement, qui est un peu le contre-modèle de Michelet, mais celle de Lamartine, celle d'Alphonse Esquiros, enfin voilà, il y a une sorte d'ébullition érudite à ce moment-là pour faire l'histoire de la Révolution. Et faire l'histoire de la Révolution, eh bien, ça implique de se pencher sur ce dossier et de le rouvrir à nouveau. Or, le dossier fraternité, ça va être un des dossiers privilégiés par tous ces historiens pour, en quelque sorte, séparer le bon grain de l'ivraie dans la Révolution. Ça consiste à dire, en fait, la fraternité, quand elle verse du mauvais côté, elle donne la terreur, notamment chez Michelet, c'est très clair, il y a cette idée comme ça, une fraternité qui ne doit pas déborder du mauvais côté, mais en même temps, c'est par elle, et notamment par un point de contact retrouvé avec le christianisme, qu'on peut résoudre ces contradictions. Donc, c'est-à-dire que la fraternité, c'est à la fois le mal et le remède, en quelque sorte, pour toute cette génération d'historiens, malgré leur sensibilité très différente d'ailleurs. Il y a là-dedans des gens beaucoup plus sensibles à la fibre robespierriste, par exemple, mais qui, eux aussi, comme Louis Blanc,
se repenche sur ce dossier de la fraternité, avec à chaque fois la volonté de repenser aussi au passage l'héritage chrétien. C'est vraiment un passage obligé systématique, que ces auteurs eux-mêmes soient proches du christianisme dans leurs propres convictions religieuses, ou au contraire très étrangers à la foi chrétienne, mais intéressés à la question de l'héritage chrétien tel qu'il passe dans la Révolution. Donc c'est la première chose. La fraternité, ça va devenir le nom de cette possibilité de refaire peut-être une révolution qui ne retombe pas dans les travers ou dans les erreurs ou dans les horreurs de la révolution précédente. Et là, on parle de penseurs pourtant qui se réclament malgré tout de la révolution. Donc on est sur une ligne de crête, vous voyez, un peu particulière. À côté de cela, il y a un autre continent de publication un petit peu différent, que grosso modo, on peut appeler les réformateurs sociaux. Les réformateurs sociaux, donc les plus célèbres d'entre eux, ce sont Saint-Simon, Comte, Cabet, Pierre Leroux, Constantin Péqueur. Bon, voilà, il y a beaucoup de gens à ce moment-là qui veulent inventer ou réinventer un système social apte à organiser de manière efficace la société. Et c'est un peu de cette espèce de chaudron très varié que va sortir en particulier l'idée de socialisme telle qu'elle se constitue à ce moment-là en France. Ce qui est très intéressant dans ces discours, pour notre affaire de fraternité, c'est que partout revient la même idée, à savoir que la fraternité ici ne sera possible que si on la pense à la fois du côté de la fin et des moyens. De la fin et des moyens. C'est-à-dire que pour aboutir à une fraternité ultime, il faut penser la question des sociabilités au présent. La question de l'organisation en petit de la société pour penser la société en grand. Donc en fait, cette espèce de bouillonnement intellectuel autour de l'idée de réforme sociale dans les années 30 et 40 est inséparable d'une espèce d'explosion des sociabilités dans les mêmes années. Sociabilité ouvrière notamment, c'est aussi des grandes années pour le compagnonnage par exemple. C'est une année où redémarre complètement la franc-maçonnerie qui avait quasiment disparu au début du 19e siècle. Donc vous voyez, on est dans un grand moment de sociabilisation, c'est-à-dire de pratique de la fraternité en même temps que de pensée théorique de la fraternité. Ça c'est très particulier à ces années. Et parmi toutes ces publications, il y a souvent des revues qui sont liées précisément à des sociabilités. Des revues ouvrières qui s'appellent La Fraternité et qui correspondent à des fraternités ouvrières, c'est-à-dire à des groupes qui eux-mêmes se désignent comme fraternité dans leur modalité. Donc, avec toujours l'idée qu'il n'y aura pas de fraternité universelle si nous ne pratiquons pas la fraternité au présent, en même temps que nous la pensons. Bon, en même temps, tous ces gens ont souvent à l'esprit que dans le fait de pratiquer la fraternité au présent, eh bien, on risque de mettre en péril la fraternité future qu'on veut dessiner. C'est-à-dire que si on se réunit à quelques-uns en disant « nous sommes frères » à 10, à 20, à 40, qu'advient-il de tous les autres qui ne sont pas frères? Est-ce que de devenir frère pendant un certain temps avec un certain nombre de gens, ce n'est pas toujours compromettre l'idée que la fraternité, ça va pouvoir concerner tout le monde un jour ou l'autre? Donc ça, c'est une espèce de tension dans laquelle se trouve toute cette génération, et c'est cette génération qui prend le pouvoir, en quelque sorte, en 1848. Ça va expliquer qu'au moment de la Révolution, en 1848, il y a une volonté extrêmement forte d'institutionnalisation de la fraternité. Comme si c'était ça qui avait manqué dans la Révolution française. Souvenez-vous, j'avais commencé le chapitre Révolution en disant « mais il n'y a pas de texte institutionnel qui parle de fraternité en 89 ni en 93 ». En revanche, en 48, c'est partout dans les textes institutionnels, dans les textes de loi, dans les débats à l'Assemblée et dans la Constitution elle-même, telle qu'elle est proclamée. Parce que justement, il y a l'idée que ça doit tout de suite être présent dans ce qu'il y a de plus large, dans ce qui organise la société elle-même, sinon, en fait, les pratiques vont mettre en péril la théorie. Les pratiques présentes, ça va toujours être des petites fraternités qui vont devenir des fraternités combatives et, au bout du compte, détruire l'idéal de fraternité qui les animait au départ. On va voir ce que ça donne vraiment en 48 dans un instant. Mais avant, je vous disais qu'il y avait un troisième point, un troisième facteur un peu qui expliquait ce retour de la fraternité, dont en fait j'ai déjà commencé un peu à parler en pointillé, c'est la convergence en fait très forte entre un discours chrétien et un discours, pour le dire très vite, progressiste dans ces années. Et 48, la révolution de 48, une des très grandes différences avec la révolution de 1789, c'est sa dimension religieuse. Très explicitement religieuse et centralement religieuse. Il y a vraiment une convergence assumée, volontaire, encouragée entre toute une partie du christianisme de l'époque et les forces vives du mouvement ouvrier pour une part, ou en tout cas de mouvements intellectuels qui portent ces revendications au début de 1848. Et une figure qui va être un peu l'incarnation de ça, c'est une figure dont je vais parler dans un instant, qui meurt dès juin 1848, c'est l'archevêque de Paris,
Monseigneur Affre, par exemple. Bon. Donc ça aussi, c'est vraiment très typique de ce moment, et ça explique ce retour de la fraternité, puisque fraternité, c'est le mot qui va permettre aux chrétiens, et pour le dire très vite aux socialistes, de se comprendre. Nous avons cette même rhétorique, nous avons ce même vocabulaire, donc nous pouvons travailler ensemble à une forme de réconciliation. Une réconciliation qui va permettre d'exorciser en quelque sorte les vieux démons de la révolution de Robespierre, hein, pour le dire ainsi. Bon, ça ne va pas être si simple, comme on va le voir. Allons donc en février. Si, j'y arrive, oui. Donc en février 1848, une nouvelle république est proclamée, hein, et c'est une république très lyrique, hein, très fraternelle. D'ailleurs, celui qui proclame la république, c'est Lamartine, un poète, hein, qui sera ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas un hasard que Lamartine soit si central dans ce premier moment de la Deuxième République, parce que la pensée fraternelle, et qu'on commence à appeler fraternitaire, hein, selon un néologisme d'alors, eh bien, c'est une pensée qui a à voir avec la poésie, avec l'effusion, comme au moment de la Révolution, vous voyez, mais cette fois, on ne veut pas que ce soit cantonné à ce domaine des discours, des grands discours, hein, des poésies. Il faut que cette poésie, elle imprègne jusqu'aux textes les plus tangibles, hein, les plus solides, qui fondent un nouveau système, un nouveau régime. C'est ça l'esprit de février. Donc vous voyez, nous retrouvons cette idée d'une réconciliation qui va passer aussi par l'abolition des frontières entre les races ici, l'abolition de l'esclavage, donc la fameuse celle de Schœlcher, hein, qui aura aussi lieu quelques mois après, en avril 1848, si je ne dis pas de bêtises. Non. Et la fraternité, c'est comme ça qu'on va la représenter ici. Vous voyez, alors ce tableau-là, il est, je trouve, tout à fait typique. Hein. Il y a une iconographie extrêmement abondante, hein, de 1848. C'est un grand moment de représentation, de même que c'est un grand moment de mise en chanson et de mise en poésie. C'est aussi un grand moment de projection visuelle, hein, de cette fraternité. Et donc vous voyez, ici, vous avez tout. Vous avez le christianisme, vous avez la Révolution, vous avez les différentes couches sociales qui marchent ensemble, hein, parce que la grande réconciliation, c'est aussi, telle qu'on la fantasme, hein, une réconciliation entre les possédants et les travailleurs, entre les bourgeois et les ouvriers. Hein. C'est tout cela, la fraternité de 1848, et c'est ça dont février est censé être porteur. C'est la promesse de février, voilà. La promesse d'une société parfaitement réconciliée. Malgré tout, lorsqu'il y a une fête de la fraternité, quelques temps après, au mois d'avril, hein, ça c'est un tableau qu'en fait Jean-Jacques Champin. J'attire votre attention sur ce peintre parce qu'on va le retrouver dans un instant avec un tableau assez différent. Eh bien, lorsqu'on fête la fraternité, quelques mois plus tard, il y a quand même quelque chose d'un peu hiératique, d'un peu rigide. Et en fait, la fête de la fraternité, c'est une fête très militaire. Hein, donc très vite, on sent quand même que l'organisation, hein, par le haut, ça commence assez vite à prendre le dessus sur l'effusion par le bas, si vous voulez. Hein. Ce grand moment lyrique, bon, très vite, il y a quand même quelque chose qu'il faut essayer de canaliser, qu'il faut essayer d'organiser. On n'est pas encore en juin où les choses vont complètement dérailler, hein, mais déjà, vous voyez, lorsqu'on la célèbre, cette fraternité, et d'ailleurs, les comptes rendus de la fraternité louent un grand défilé militaire, hein, davantage qu'une réconciliation entre bourgeois et prolétaires, comme on pouvait le voir en février. Il y a déjà quelque chose qui s'est déplacé, hein, entre février et avril. Bon, mais surtout, ce qui va se passer ensuite, c'est juin 1848. Donc, ici, en quelques mois, en fait, la promesse va complètement exploser lors des événements de juin, c'est-à-dire des émeutes, hein, populaires liées à la fermeture des ateliers nationaux qui avaient été ouverts au début de la Seconde République. Ateliers nationaux peu viables, et lorsque ils sont fermés, eh bien, les émeutes populaires vont être sévèrement réprimées par le pouvoir en place, c'est-à-dire par la République. Et cette fois, c'est la République qui tire sur elle-même. C'est les frères de la veille qui tirent sur leurs frères. C'est-à-dire que le mot qui va être sur toutes les langues, hein, dans tous les comptes rendus de ce moment terrible qu'est juin 1848, c'est le mot de fratricide. Le mot de fratricide qu'on retrouve chez George Sand, chez Blanqui, hein, chez beaucoup de ceux qui vont décrire ce qui se passe à ce moment-là. Et dans ce tableau, justement, donc, qui est à nouveau un tableau de Champin, vous voyez, on s'est déplacé de quelques centaines de mètres dans Paris, hein, vers l'est. Hein, on n'est plus à l'Arc de Triomphe, mais à la Bastille. Et cette fois, alors il est en tout petit ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, en fait, c'est Monseigneur Affre, dont je parlais tout à l'heure, l'archevêque, hein, de la ville de Paris, qui s'approche, hein, des émeutiers, dans l'espoir de calmer la violence révolutionnaire, dans l'espoir de retrouver l'esprit de conciliation, l'esprit fraternel de février, mais une balle dont on ne sait pas qui l'a tirée va tuer Monseigneur Affre. Bien sûr, c'est une certaine aubaine aussi qu'on ne sache pas qui a tiré, puisque ce ne sont ni le pouvoir en place, hein, répressif, ni les émeutiers
qui seront responsables de la mort d'Affre, c'est le fratricide lui-même. C'est le fratricide qui aura tué celui qui était le symbole le plus éloquent de ce qu'était la fraternité telle que on l'entend en février 1848. Bon, quelques autres représentations de ce moment, de ces barricades qui vont être beaucoup représentées par les peintres. Vous voyez, donc celle-ci qui a été acquise il y a très peu de temps par le musée d'Orsay, par exemple. Ce moment du fratricide, c'est un moment, alors je ne sais pas si vos souvenirs scolaires pourront vous permettre de revenir à cela, mais pour ma part, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quasiment non enseigné dans la formation scolaire un peu mythique de l'histoire de la France. On connaît 93, bien sûr, la guillotine, il y a des traumatismes qui sont explicites dans la mémoire longue de l'histoire de France. Juin 1848, c'est un traumatisme absolument fondateur pour toute la deuxième moitié du 19e siècle, mais qui justement va produire un refoulement maximal. Juin, c'est vraiment quelque chose qu'on veut oublier. On ne veut plus en parler. Et pourquoi on ne veut plus en parler? Parce que la promesse était trop belle en février. Le contraste est tellement fort entre la promesse de fraternité de février et quelques mois à peine plus tard, le fratricide spectaculaire de juin, que c'est le tabou absolu de la deuxième moitié du 19e siècle. Voilà, l'objet d'un refoulement vraiment massif. Il y a un observateur extrêmement acéré de tout ça dès l'été, c'est Marx. Il y a des articles que Marx tient, qui chroniquent en quelque sorte le moment de juin, qui sont extrêmement lucides. C'est un des plus lucides le plus tôt de ce qui s'est passé en 1848, pour une bonne raison, c'est que Marx, lui, février, il n'y a pas cru une seule seconde. Le jeune Marx était plutôt adepte de l'idée de fraternité, ça ne lui déplaisait pas, mais dès que c'est institutionnalisé justement avec Lamartine, il dit « oh là là, ça sent pas bon ». Et précisément, l'idée de Marx, c'est la suivante, qui consiste à dire le problème des Français en 1948, c'est pas seulement qu'ils ont cru à la fraternité et qu'ensuite ils ont été déçus, c'est que c'est parce qu'ils ont cru à la fraternité que ça a produit ce fratricide. Autrement dit, en vous racontant que vous allez faire fraterniser comme ça par le discours les travailleurs et les capitalistes ou les propriétaires, eh bien en fait vous allez produire la guerre civile. Si vous ne voulez pas regarder la lutte des classes en face, vous récolterez une violence pire encore, comme un élastique en quelque sorte que vous aurez tendu et qui vous revient dans la figure. Donc c'est dans les luttes des classes en France de Marx, une série d'articles de l'été 48 qui sont ensuite repris en volume quelques années plus tard. Bon, l'analyse de Marx elle est particulière, elle est liée aussi à sa méfiance très forte vis-à-vis du socialisme à la française dans ces années. Quoi qu'on en pense, ce qui est indiscutable, c'est la mort en fait de la fraternité dans le discours après juin 1848. On ne parle plus de fraternité. Je vous parlais tout à l'heure de ces petits diagrammes qu'on peut tracer avec l'outil gallicagramme qui montre bien comment ça se passe. Ça chute comme ça en 49. En 49, il y a quelques échos encore, quelques journaux qui continuent de s'appeler Fraternité, puis en 50, c'est fini, et puis avec le Second Empire, on n'en parle plus. C'est la fin de la fraternité à beaucoup d'égards. On ne parlera plus jamais de la fraternité sans une espèce de gêne dans la bouche, dont je vous parlais tout à l'heure en commençant, et je suis sûr que cette gêne qu'on ressent tous vis-à-vis de la fraternité, enfin je crois presque tous, tout en ayant quand même envie de s'en servir, elle trouve son origine en grande partie dans ce refoulement collectif, dans cette espèce de moment de basculement dans l'inconscient collectif de la fraternité en juin 1848. En tout cas, c'est ce qui va se passer, pour une bonne part, dans l'histoire littéraire. Et donc, je vais en venir maintenant à l'histoire littéraire. Parce qu'après 1848, plus personne de sérieux ne parle de fraternité. Qu'est-ce que j'appelle des gens sérieux? C'est-à-dire des hommes politiques, des savants, des auteurs de ce qui se constitue comme sciences sociales, les juristes. Bon, ces gens-là ne parlent pas de fraternité. Mais qui parle de fraternité? Les écrivains. Les écrivains se mettent à parler de fraternité comme jamais. Alors, il y avait déjà de la fraternité dans la littérature avant. George Sand, grande représentatrice de cette idée de fraternité, dans ses romans des années 30 et 40 déjà, par exemple. Mais les deux auteurs les plus intéressants de cette époque, dans leur manière de saisir du vocabulaire de la fraternité, c'est précisément après 48 qu'ils le font. Et ils sont intéressants parce qu'ils le font vraiment de deux manières qui sont diamétralement opposées et qui montrent un peu quelque chose d'intéressant aussi sur ce que ça peut être la littérature en face de l'histoire, en face d'un vocabulaire que l'histoire a rendu caduque. Puisque plus personne ne peut prononcer ces mots-là de fraternité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour des écrivains? Eh bien, il y a deux options. Ces deux auteurs que vous connaissez tous parfaitement bien, c'est Victor Hugo d'un côté et Baudelaire de l'autre. Victor Hugo d'abord. Alors, le grand roman fraternel de Victor Hugo, alors Victor Hugo a parlé de fraternité un peu dans toute son œuvre, mais il y en a un de ses livres qui est le livre qui a, selon le terme même de Victor Hugo, la fraternité pour base, et ce livre, c'est Les Misérables. C'est Les Misérables. Or, Les Misérables, c'est un livre que Victor Hugo
avait commencé dans ses premières versions avant la Révolution de 48, qui s'appelait alors Les Misères, qu'il a interrompu avec les événements et qui reprendra beaucoup plus tard, au cœur de l'exil, hein, pour le publier en 1862 sous le titre Les Misérables. Donc un livre qui, selon sa formule dans une lettre à Lamartine, a la fraternité pour base et le progrès pour cime. Hein, donc c'est la fraternité qui est le fondement de ce livre, et le but, hein, le sommet, ce à quoi il aboutit, ce vers quoi il regarde, c'est le progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien avoir en tête ce qu'est Victor Hugo à ce moment-là, c'est-à-dire un homme isolé et exilé sur son rocher anglo-normand, et qui, dans ses recueils de poèmes notamment, met en place une espèce de système énonciatif où il parle tout seul. Il parle tout seul, hein, si vous lisez les châtiments, et même les contemplations, dans un registre moins politique, c'est une voix qui parle seul, mais qui, en parlant seul, a choisi de prendre en elle le destin de tout un peuple qui s'est confisqué lui-même. Parce que, donc vous savez sûrement que Victor Hugo s'est exilé en raison du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851, mais il n'y a pas que le coup d'État. Le drame de Victor Hugo, et qui sera aussi le drame de Baudelaire, mais dans le sens presque inverse, c'est ce qui suit quelques mois plus tard, c'est le plébiscite. C'est le fait que Napoléon III, le futur Napoléon III, fait valider son coup d'État et la transformation de la Seconde République en empire par le peuple, avec une écrasante majorité, c'est le plébiscite de Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Autrement dit, pour Victor Hugo, il n'y a plus de peuple. Il n'y a plus de peuple. Le peuple a choisi de s'annuler, a choisi de renoncer à toute forme de souveraineté, a choisi de refuser de se libérer. Donc maintenant, le peuple, c'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo tout seul, sur son rocher, qui écrit les châtiments. C'est la voix qui parle dans les châtiments. Une espèce de voix à la fois un peu mégalomaniaque, si l'on veut, mais aussi complètement impersonnelle. C'est-à-dire que Victor Hugo n'est plus que ce véhicule, en tout cas c'est une espèce de soubassement fantasmatique à sa manière d'écrire dans l'exil. Il est le porte-voix de ce peuple qui n'existe plus, qui ne peut plus parler, qui s'est confisqué lui-même. C'est dans ce contexte que Les Misérables sont écrits, donc avec cette idée que Victor Hugo doit porter le destin du peuple. Et en même temps, Les Misérables, si vous avez lu il y a peu de temps Les Misérables, vous aurez peut-être cela en tête, c'est un livre avec beaucoup de principes très pessimistes qui sont explicités, c'est-à-dire que Les Misérables, ça repose sur l'idée que la pauvreté, ça empêche d'être progressiste, que la loi humaine, c'est la violence, c'est le fratricide à travers les âges. Parfois, on croirait presque lire du Joseph de Maistre dans Les Misérables, et pourtant, c'est un livre qui promet le progrès, c'est un livre qui se finit bien, c'est un livre qui raconte un sauvetage. Bon. Et c'est même souvent le livre dont on fait un peu la caricature de la pensée progressiste du XIXe siècle. Donc il y a quelque chose d'assez ambigu dans Les Misérables, et ça vient de cette situation. Parce que c'est un livre écrit dans un moment où la fraternité n'est plus possible, mais qui veut rendre la fraternité possible pour le futur. Et pour ça, ce que fait Victor Hugo, c'est qu'il veut recréer une mythologie. De toute façon, ça c'est le grand mouvement de toute l'esthétique de Victor Hugo. Inventer une nouvelle mythologie. Il y a une espèce d'aspiration mythologique extrêmement forte dans l'imagination de Victor Hugo, en particulier dans son imagination romanesque. Et la mythologie des Misérables, c'est une nouvelle mythologie de la fraternité. L'idée, c'est de raconter comment, dans un monde où la fraternité est impossible, dans un monde où ceux qui règnent, ce sont les Thénardier, c'est-à-dire le contre-modèle absolu de ce que serait la fraternité, une espèce d'antifamille mauvaise. Quand on est adopté par les Thénardier, c'est le contraire de l'adoption révolutionnaire. Si vous êtes Cosette, eh bien vous tombez dans le trou des Thénardier, de cette espèce d'antifamille et antifraternité, et il faut le héros de la fraternité, qui est Jean Valjean, qui au début du roman reçoit une espèce de baptême, d'intronisation à la fraternité par un personnage de religieux, qui est l'évêque de Digne, Monseigneur Myriel, Monseigneur Bienvenu Myriel, qui va en fait sauver Jean Valjean de cette antifraternité qui règne partout, et en faire une espèce de héros presque sans nom, puisque Jean Valjean ne cesse de changer d'identité, de cacher son nom. Il n'a d'ailleurs pas de nom sur sa tombe à la fin du livre. Il est une espèce comme ça de personnage presque vide que vient remplir cette aspiration à la fraternité. Et tout le livre est une espèce comme ça de recharge de la fraternité par le mythe, par le récit. Donc les deux petits extraits que je vous mets ici, ce sont deux extraits du tout début du roman, de justement cette rencontre entre ce personnage de saint, en quelque sorte, qui est le personnage de Monseigneur Bienvenu, qui non seulement est un évêque comme peut les aimer Victor Hugo, mais en plus un évêque très sensible à ce que la Révolution a de meilleur. Parce qu'il y a une scène ici que je ne reproduis pas, d'entretien entre Monseigneur Bienvenu et un conventionnel, qui n'a pas de nom, qui est seulement connu de son initiale G dans le roman.
et qui impressionne énormément, qui bouleverse même ce prêtre. Et donc ce prêtre, il est à la croisée en quelque sorte de toutes les aspirations auxquelles Victor Hugo lui-même peut être sensible. La religion de Victor Hugo étant une espèce de mixte de toutes ces aspirations-là. Et donc c'est ce Monseigneur Bienvenu qui se trouve face à Valjean et qui lui dit ceci. Donc Jean Valjean, mon frère, donc il l'appelle mon frère, vous n'appartenez plus au mal mais au bien, c'est votre âme que je vous achète, je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition et je la donne à Dieu. Je vous achète votre âme. C'est le contraire en fait du contrat faustien. Au lieu de vendre son âme au diable ici, il y a un personnage qui rachète l'âme au diable, c'est-à-dire à la situation d'antifraternité, au monde extrêmement noir qui est le monde dans lequel plonge le lecteur est plongé par Victor Hugo, ce monde des misères, ce monde des misérables, et il va raconter la possibilité d'en sortir. Et puis un peu plus loin, un peu plus tôt d'ailleurs dans le roman, mais un peu plus loin sur votre diapositive, ce dialogue à nouveau dans le même livre, des Misérables. Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. C'est toujours Monseigneur Bienvenu qui parle. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous me le disiez, vous en avez un que je savais. L'homme ouvrit des yeux étonnés. Vrai? Vous saviez comment je m'appelle? Oui, répondit l'évêque, vous vous appelez mon frère. Vous voyez le mot frère ici, la façon dont ça devient pour Victor Hugo une espèce d'opérateur. C'est-à-dire, le nom de Jean Valjean est annulé en fait ici. Ce qui devient son nom, ça n'est même pas un nom propre. Ça a à voir un petit peu avec cet énoncé que je soulignais dans l'évangile de Matthieu tout à l'heure. Le mot frère, c'est une espèce d'expérience intersubjective où se passe quelque chose qui inaugure un nouveau rapport à autrui. Et c'est le moteur en fait du roman ici qui se met en place parce que Jean Valjean, c'est celui qui aura été appelé frère alors qu'il était le contraire d'un frère au début du roman et qui ensuite va être une espèce de moteur de fraternité partout dans le livre. L'idée de Hugo, c'est une certaine conception de la littérature qui se fait jour ici. C'est-à-dire, quand on ne peut plus parler de fraternité, la littérature, ça peut servir à ça. Une sorte de conservatoire de cette idée menacée, qui n'est plus crédible nulle part, mais qui peut le rester dans un roman qui invente une légende, pour utiliser un autre mot que Victor Hugo aime beaucoup, créer une légende de la fraternité disponible pour les générations ultérieures. On peut dire qu'à beaucoup d'égards, Victor Hugo a réussi son coup. Parce que les Misérables, tout le monde les connaît. Même si on n'a pas lu les Misérables, on connaît les Misérables, on connaît Jean Valjean, on connaît Cosette, on connaît Gavroche. Il y a des films à foison que vous connaissez, une comédie musicale. Aux États-Unis, tout le monde connaît Gavroche, vous voyez. Et c'est ça, en fait, que recherchait Victor Hugo. Créer une mythologie, c'est créer ça. C'est créer un personnel, des personnages, un casting disponible pour le futur. Donc c'est un destin possible littéraire de la fraternité quand elle n'est plus possible ailleurs. Mais, vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y avait aussi Baudelaire. Et Baudelaire, c'est le contraire, Baudelaire. C'est le contraire. C'est pas moins littéraire et c'est pas moins intéressant, mais c'est vraiment une opération inverse. Victor Hugo, dans sa jeunesse, vous savez sûrement que c'était pas du tout l'espèce de gauchiste mystique que je viens de décrire. C'était au contraire d'abord un légitimiste, un royaliste, comme la plupart des romantiques de sa génération, et puis un bon bourgeois de la monarchie de Juillet, père de France, homme très respectable, académicien, etc. En 1948, il n'est pas très enchanté, ce Victor Hugo. Le Victor Hugo républicain dont je viens de parler, c'est un Victor Hugo tardif, c'est le Victor Hugo de l'exil. Bon, tout ça, c'est très progressif en réalité, la personnalité d'Hugo est complexe. Bon. Baudelaire, il fait le trajet inverse. Baudelaire, en 1948, est sur les barricades. C'est un jeune républicain qui adhère à l'esprit de 1948, alors qu'il adhère peut-être avec un esprit de provocation, avec une forme de nihilisme sans doute, en tout cas c'est ce qu'il dira beaucoup par la suite, mais qui y adhère? Et puis lui va faire le trajet inverse, mais au même moment, c'est-à-dire qu'au moment du plébiscite, au moment où Louis-Napoléon Bonaparte fait valider son coup d'État par la population, Baudelaire, j'utilise le mot de Baudelaire, dit « je suis maintenant physiquement dépolitiqué ». Alors c'est fini la politique, voilà. C'est fini la politique. Et Baudelaire va être de plus en plus, on peut le dire de différentes manières, réactionnaire, anti-moderne, dans une sorte de traditionnalisme mystique, plein de contradictions, très complexes. Baudelaire est une personnalité complexe, ça n'est pas exactement un penseur politique, néanmoins la politique est partout dans ses écrits des années 50 et 60, et un penseur de plus en plus hostile à son siècle, lui. Alors ce qui se passe pour le vocabulaire fraternel est du coup très intéressant. Parce que le jeune Baudelaire de 1948, il a animé des petits journaux républicains dans les premiers mois de la République, où on proclamait la fraternité, on se réjouissait de cette convergence des chrétiens, des ouvriers, et tout ça au nom de la fraternité universelle. Et puis, donc, vous l'aurez compris, tout ça, ça va crisper Baudelaire de plus en plus. Donc petit à petit, tous les usages qu'il va faire du vocabulaire de la fraternité vont être des usages ironiques.
C'est-à-dire qu'il parle de fraternité pour se moquer de cette aspiration. Hein, d'ailleurs, c'est un des premiers à utiliser le mot fraternitaire, qui a une nuance très péjorative, hein, qui lui vient de Proudhon et de Frédéric Bastiat, enfin il y a d'autres usages avant lui, mais lui, il va aller assez loin tout de suite, c'est-à-dire que ce que Baudelaire va faire, c'est parler de prostitution fraternitaire. Hein. La fraternité, c'est vraiment l'horreur, hein, c'est la fange dans laquelle l'humanité démocratisée veut se vautrer. Donc ça, c'est très vite, hein, ce Baudelaire comme ça, très noir, hein, très pessimiste, hein, qui va se retourner contre la fraternité. Mais il le fait en même temps en choisissant une autre petite fraternité, dont justement vous avez entendu parler dès le titre que je vous ai présenté tout à l'heure, une fraternité choisie, des meilleurs, une fraternité un peu aristocratique si l'on veut, mais une sorte d'aristocratie imaginaire, une fraternité élective, en particulier des grands artistes à travers les âges. C'est ça le grand fantasme fraternel de Baudelaire, c'est une fraternité entre Delacroix, Rubens et lui. C'est-à-dire une fraternité qui ne correspond même pas à une sociabilité réelle. Il ne s'agit pas de ses amis artistes avec qui il va pouvoir partager des conversations, hein, mais d'une fraternité complètement inactuelle. Donc un fantasme de fraternité. À la place de cette fraternité imposée partout, il reste le rêve d'une fraternité possible avec d'autres grands génies à travers les âges. Mais en fait, cette fraternité, c'est le nom d'une solitude, hein, vous l'aurez compris. Alors je suis un peu allé vite, mais voici le Figaro, le numéro du Figaro où paraît l'article dont j'ai extrait cette formule du droit de choisir ses frères, qui est un des derniers textes publiés par Baudelaire de son vivant, et un article anonyme à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Shakespeare, où il y a beaucoup de banquets et où on trinque, et lorsqu'on trinque, et bien très souvent on trinque à la fraternité, hein, et ça déplaît à Baudelaire, et notamment dans ce passage, alors il est un peu flou, excusez-moi, où il dit ceci. Donc ensuite, et selon les occurrences et le crescendo particulier de la bêtise, chez les foules rassemblées dans un seul lieu, porter des toasts, donc cet infinitif reprend ce qui précède, c'est la description des banquets en l'honneur de Shakespeare, porter des toasts à Jean Valjean, vous voyez, Les Misérables, à l'abolition de la peine de mort, à l'abolition de la misère, à la fraternité universelle, et les italiques sont de Baudelaire, hein, donc il s'agit bien de citer le discours du temps. Hein. Voilà comment on parle dans mon temps, fraternité universelle. À la diffusion des Lumières, au vrai Jésus-Christ, législateur des chrétiens, comme on disait jadis à Monsieur Renan, à Monsieur Havin, etc., enfin à toutes les stupidités propres à ce 19e siècle où nous avons le fatigant bonheur de vivre et où chacun est, à ce qu'il paraît, privé du droit naturel de choisir ses frères. Droit naturel, tout à l'heure, j'avais dit que j'y reviendrai. Pourquoi cette formule est si intéressante? C'est parce que le droit naturel, vous savez, c'est la pensée juste naturaliste qui s'est développée au XVIIe, au XVIIIe siècle en particulier, en philosophie politique, qui consiste à penser un droit naturel, c'est-à-dire un droit fondé en raison. Un droit naturel, ça veut avant tout dire cela, c'est-à-dire un droit qui dit on va faire émerger quelques notions par la raison seule, sans s'appuyer sur un référent, par exemple, religieux, hein, notamment pour essayer de penser eh bien, ce qu'est la nature humaine, ce qu'est donc la fraternité que tous les hommes connaissent entre eux. Les hommes sont frères entre eux d'abord parce qu'ils sont tous des hommes, tout ça c'est la raison qui peut permettre d'y arriver. Bon, donc le droit naturel, en fait, c'est l'espèce de chaudron d'où est issue l'idée de fraternité universelle autonome du christianisme à la fin du XVIIIe siècle. Parler d'un droit naturel de choisir ses frères, c'est vraiment jouer en fait une formule contre ce que Baudelaire combat de toutes ses forces. C'est un droit naturel contre le droit naturel, hein, bien sûr. Ici, que revendique Baudelaire. Ici, il y a quelque chose de très bizarre, en fait, c'est que Baudelaire radicalise complètement l'opération chrétienne que j'avais déjà décrite, c'est-à-dire un vocabulaire qui détruit ce dont il vient. Hein, le christianisme, c'est le vocabulaire de la fraternité pour détruire la famille et lui substituer autre chose. Eh bien ici, c'est au carré cette opération, en quelque sorte. Baudelaire reprend le vocabulaire de la fraternité, mais pour détruire la fraternité universelle qui l'oppresse de partout et fantasmer une fraternité possible entre quelques-uns. Une fraternité qui puisse lui permettre de sortir de la réalité qui est la situation de la solitude absolue, hein, dans laquelle il vit dans ces dernières années. Donc vous voyez, Baudelaire et Victor Hugo, en fait, ce sont deux manières de dire l'inactualité de la fraternité. La littérature aime bien cela, hein, l'inactuel, les contradictions, l'intempestif, tout ça, c'est le monde des écrivains. Hein. Sauf que l'inactualité, dans un cas, ça consiste à dire, puisque c'est inactuel, c'est l'occasion parfaite pour recréer une légende, une mythologie. Et dans l'autre cas, il s'agit de tout ironiser pour se situer dans une esthétique beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus noire, qui est celle de Baudelaire. Mais c'est aussi un destin littéraire de la fraternité. Une forme de destin par l'ironie, vous voyez.
Avançons un petit peu maintenant dans le temps encore, avec la Troisième République maintenant, puisque, donc vous voyez, je suis un parcours toujours politique, mais c'est de littérature que je vais continuer de parler. Donc la Troisième République, c'est là que pour de bon, cette fois, la devise liberté, égalité, fraternité va s'installer. Bon, même si tout ça ne s'est pas passé sans rupture jusqu'à nous, enfin jusqu'à nous pour les Français, néanmoins, c'est en pointillé jusqu'à la Ve République que la devise s'est maintenue à partir des débats des années 70, 1870, hein, sur la devise. Or, je vous disais aussi tout à l'heure que dans le graphique qui montre les fréquences du vocabulaire fraternel, il n'y a pas du tout une espèce de remontée en puissance spectaculaire dans les années 70 et 80. C'est très timide en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces années, un autre vocabulaire s'est imposé, beaucoup plus convaincant, beaucoup plus sérieux, en fait, beaucoup plus adulte en quelque sorte, c'est le vocabulaire de la solidarité. C'est un grand moment pour les sciences sociales, hein, de ce moment, les années 80-90, c'est le grand moment durkheimien en particulier, qui est un grand posseur de la solidarité. Et puis la solidarité, c'est aussi dans la langue politique de l'époque un mot central, qui donne lieu notamment à la doctrine du solidarisme, qui a beaucoup d'importance pour la pensée républicaine de la fin du XIXe siècle. Et la solidarité, ce n'est pas une métaphore. La solidarité, c'est sérieux, on va pouvoir organiser des institutions avec la solidarité. Ça n'est pas un mot qui est le mot des chrétiens. Et dans un moment assez anticlérical en plus, hein, dans l'histoire républicaine, ce tournant de 1900. Donc pour toutes ces raisons, c'est la solidarité qu'on préfère. Malgré tout, on va la garder dans la devise de la fraternité, et les débats sont très intéressants d'ailleurs à ce moment-là, sur la nécessité ou non de garder la fraternité ou de la remplacer par la solidarité dans la devise de la République, avec l'idée que malgré tout, pour poser des principes à la République, eh bien, il faut des principes avec un peu un supplément d'âme, pour le dire vite, hein, et que la solidarité n'apporte pas cela. Et la fraternité, malgré ce qui gêne, hein, malgré toutes les réticences qu'on peut avoir à son égard, elle est beaucoup plus efficace comme principe républicain. La solidarité, ce sera un principe pour le droit, un principe pour l'organisation sociale, hein, un principe pour penser les politiques du présent. Et la fraternité, c'est un principe qu'on va faire remonter dans le ciel des grandes idées républicaines, en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est l'état d'esprit, en gros, autour de 1900. La figure sur laquelle je vais m'arrêter un instant maintenant, c'est celle de Péguy. Alors, là, je vous ai mis, avant d'arriver à Péguy, une petite caricature de l'assiette au beurre qui donne une bonne idée de cette méfiance vis-à-vis de la fraternité à l'époque. Donc, vous voyez, vous avez liberté, égalité, fraternité, avec à chaque fois une petite vignette. Et vous voyez, la fraternité, c'est le nom du bateau d'un pêcheur du dimanche qui pêche tranquillement avec sa pipe au bec en laissant se noyer à 2 mètres de lui quelqu'un qui se meurt. Voilà. La fraternité, c'est se payer de mots. C'est ça la fraternité, c'est ce qu'on lui reproche si souvent. Péguy maintenant, un instant. Alors je pourrais parler de Péguy très longtemps et trop longtemps sans doute, donc je vais simplement retenir quelques petites idées intéressantes sur le cas de Péguy. La première chose intéressante, c'est que donc Péguy, qui est au départ un dreyfusard, un socialiste un peu anarchisant, qui s'est converti en fait assez tardivement au christianisme, même si aujourd'hui c'est souvent le Péguy chrétien qu'on aura en tête, au départ c'est plutôt la gauche républicaine de l'époque, dreyfusard d'un Péguy. Il fonde en 1900 une revue qui s'appelle Les Cahiers de la Quinzaine, une revue qui se veut un foyer qui va perpétuer l'esprit de l'affaire Dreyfus, au-delà de la résolution partielle de l'affaire Dreyfus à ce moment-là. Et dans Les Cahiers de la Quinzaine, une particularité dans la langue du temps, la langue socialiste et républicaine, c'est qu'on parle énormément de fraternité. Donc déjà, il y a un petit décalage, un léger anachronisme dans la langue des Cahiers de la Quinzaine, c'est que ce qui les rapproche, ces différents collaborateurs, par exemple, un collaborateur très important des Cahiers, c'est Romain Rolland. Romain Rolland, vous voyez, c'est justement quelqu'un dans cette époque qui tient beaucoup à la fraternité, qui justement s'intéresse au christianisme sans être tout à fait chrétien lui-même. Voilà. Et donc cet esprit, c'est un peu l'esprit du jeune Péguy. À certains égards, c'est l'esprit de quelqu'un comme Jaurès également dans ces années, même si Péguy va rompre ensuite avec Jaurès. Donc on trouve dans une partie du socialisme, un socialisme qui, lui, s'intéresse à la fraternité. Donc il y a un peu un décalage, ce qui fait qu'au Cahier de la Quinzaine, on va beaucoup parler de la fraternité sous toutes ses formes. La fraternité chrétienne, la fraternité de la Révolution, les fraternités plus récentes, des événements politiques du 19e siècle jusqu'à la Commune, bon, puisqu'il y a un souvenir aussi, une mémoire de la Commune très forte aussi au Cahier de la Quinzaine. C'est tout ça les Cahiers de la Quinzaine. Mais une particularité de Péguy, même avant de se convertir au christianisme, c'est qu'il prête aussi attention de manière très forte, très appuyée, aux parts d'ombre de la fraternité. Et l'idée du fratricide, le problème de la violence, il est partout dans les Cahiers de la Quinzaine, et pas seulement pour dire attention, le fratricide, c'est pas bien, il ne faut pas se laisser aller au mauvais penchant, etc. Péguy va même assumer une partie de la violence inhérente à l'idée de fraternité. Et c'est ce que je vous ai montré ici. Alors, avant de lire un peu les quelques lignes de Péguy que vous avez à droite, je vous montre un petit peu ces deux images sur cette diapositive, parce que c'est un procédé très courant au Cahier de la Quinzaine, c'est-à-dire que vous avez un texte accueilli par un collaborateur,
en l'occurrence une nouvelle des frères Tarot, qui s'appelle Les Frères Ennemis, qui raconte une histoire de fratricide à l'époque des guerres de religion. Et puis vous allez avoir un petit texte sans titre de Péguy qui l'accompagne, qui fait 3 fois la taille du texte des frères Tarot. Et les cahiers de la quinzaine, c'est très souvent comme ça, des petits textes avec des préfaces gigantesques de Péguy qui n'ont pas de titre et qui viennent en fait dévorer en quelque sorte le texte des collaborateurs. Mais bon, c'est le sujet du psychisme de Péguy que je réserve pour un autre jour, même si j'en reparlerai dans un instant. Donc c'est intéressant parce que donc, ça s'appelle Les Frères Ennemis, c'est un cahier sur le fratricide. Et le texte de Péguy sans titre qui l'accompagne, c'est le texte de Péguy où il parle le plus de fraternité dans ces années-là. Comme si par contamination en quelque sorte du thème, pourtant tout à fait d'une autre époque, traité par les frères Tarot à côté, eh bien l'amenait à en parler. Alors il va parler des frères qui l'ont trahi, de ses anciens camarades socialistes qui ne veulent plus travailler avec lui, des gens comme Lucien Hère et d'autres grandes figures du socialisme de l'époque avec qui Péguy s'est fâché, et qu'il voue aux gémonies à répétition, et ici une fois de plus. Bon. Donc ce sont des faux frères. Bon. Et puis vous avez la fin de ce texte, très intéressante, où on lit ceci, où il parle de l'affaire Dreyfus. Il parle de l'affaire Dreyfus qui fut si décisive pour lui. Et il y évoque une amitié de 20 ans, nous qui n'avions guère passé 25, donc c'est les amitiés avec des vieux amis, nous brisions avec une sorte d'ivresse farouche, d'amertume âpre, comme nous nous fussions rompus le bras droit. Si ta main te scandalise, coupe-la, nous nous fussions arrachés un frère. Et ça, c'est vraiment un énoncé d'abord typiquement péguiste, dans la mesure où il s'agit de faire glisser à l'intérieur d'une phrase lexicalisée, toute faite, un nouveau terme qui la rend beaucoup plus violente tout d'un coup. Nous nous fussions arrachés non pas un membre, mais un frère. Ça présuppose l'idée que le frère est un autre soi-même, si fort, le lien fraternel est si fort qu'il devient un membre, quelque chose qui dépasse de soi, mais tout en faisant partie de son propre corps, mais que justement il faut savoir s'arracher. Il y a chez Péguy comme ça cette idée à la fois d'une célébration du lien fraternel et de la possibilité de la rupture, de la possibilité de la violence. Alors, quand Péguy va se convertir, on pourrait se dire qu'il va trouver dans le christianisme un moyen de dépasser toutes ces contradictions et que ça va résoudre un petit peu les démons de sa jeunesse. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le Péguy converti n'est pas du tout moins violent que le Péguy d'avance, c'est même pire encore. Il va rompre avec encore plus de gens, parce qu'en fait, le christianisme, ça va être une manière d'assumer ces contradictions, puisqu'elles sont au cœur du christianisme. Et justement, l'histoire de Joseph, dont je parlais tout à l'heure, du Joseph de la fin de la Genèse, de Joseph et ses frères, dont Thomas Mann a aussi tiré une très belle tétralogie romanesque, va être une histoire sur laquelle Péguy s'arrête beaucoup, parce que justement, c'est toute la violence de la fraternité et toute la générosité de la fraternité dans la même histoire. Et dans le christianisme, en fait, c'est ça que Péguy va trouver. Un moyen d'assumer jusqu'au bout les contradictions de la fraternité et pas du tout un moyen de dépasser les contradictions en question. Ça fait que une chose que j'ai identifiée, bon là je ne m'arrête pas trop longtemps là-dessus, mais parce que vous aurez compris que Péguy est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, que j'ai identifié chez Péguy en le scrutant de très près et qui est un peu une clé de ce rapport à la fraternité, c'est quelque chose qui a à voir avec sa biographie. C'est-à-dire que Péguy donc, est fils unique, et puis très vite Péguy va devenir fou d'amitié pour un garçon qui s'appelle Marcel Baudouin, et ce garçon va mourir très très tôt d'une maladie qu'il attrape au service militaire. Or, Péguy va se mettre à signer ses premiers textes Pierre Baudouin, ou Pierre et Marcel Baudouin, comme s'il était le frère de ce Marcel Baudouin qui vient de mourir, le frère d'un mort, vous voyez. Péguy est toujours dans une espèce de dispositif où il s'imagine frère d'un mort. Et ça, en fait, une fois qu'on identifie cette structure, on la retrouve partout au cahier de la quinzaine. Par exemple, il y a un cas très intéressant. Est-ce que je l'ai mis là? Oui. C'est le cas d'André Suarez, un autre collaborateur des cahiers de la quinzaine, qui lui avait vraiment perdu son frère, Jean Suarez, officier de marine, qui était mort dans un accident en 1903. Et Jean Suarez a écrit un livre à ce moment-là, qui s'appelle « Sur la mort de mon frère », sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler moi-même. Et ce texte n'est pas publié par les cahiers de la quinzaine, n'est pas publié par Péguy. C'est les textes suivants qui vont être publiés par Péguy. Or, lorsque vous voyez au cahier de la quinzaine la liste des œuvres publiées par Suarez, vous avez les 3 œuvres ici qui sont en effet publiées au cahier de la quinzaine, La tragédie d'Élect, Le portrait d'Ibsen et Visite à Pascal, et puis vous avez aussi Sur la mort de mon frère, que Péguy n'a pas édité. Mais c'est comme si Péguy voulait capter en fait cette espèce de position, de posture du deuil fraternel qui l'émeutant, en fait, qui l'ébranle en profondeur, parce que c'est dans cette posture que Péguy veut se situer. C'est comme ça qu'il parle. Il est celui qui a toujours perdu un frère, mais qui n'en a jamais eu. Bon, je rentre ici, vous voyez, dans les tréfonds du psychisme de Péguy, que je vais laisser de côté maintenant. Mais Péguy est très intéressant pour nous, parce qu'il constitue une espèce de porte d'entrée dans quelque chose de nouveau, de sans doute plus sombre, qui est le XXe siècle, en fait, dans le rapport à la fraternité. C'est-à-dire que le XXe siècle, alors je ne vais pas explorer tous les écrivains que j'ai commentés dans le livre au XXe siècle, je vais m'arrêter sur un écrivain pour finir cette conférence.
Mais le XXe siècle va un peu prolonger tout ce qu'on trouve chez Peggy, notamment ce rapport très fort au deuil, à la mort, que ce soit la mort réelle ou la mort fantasmée du frère dans le XXe siècle. Le XXe siècle va donner beaucoup d'occasions de croire encore moins à la fraternité. Le XXe siècle, bien sûr, ce sont les guerres mondiales, c'est la Shoah, c'est la bombe atomique. Toutes ces déflagrations vont produire chez les écrivains des réflexions très profondes sur la possibilité ou non d'écrire mon frère. Or, justement, ce sont ces catastrophes qui souvent vont susciter des recharges du vocabulaire fraternel, la possibilité à nouveau de parler de fraternité. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans les textes de la cité, dans les textes civiques. Le 1948, pour les 100 ans de 1848 d'ailleurs, c'est la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Et dans celle-là, alors qu'entre-temps il s'est passé ce qu'on sait, eh bien, il est cette fois question de fraternité, alors qu'il n'était pas question de fraternité dans la déclaration des droits de l'homme de 1789. Bon. Bien, Peggy, c'est un auteur qui prépare un peu à ça. Et le dernier auteur sur lequel je voudrais m'arrêter, qui est un auteur qui en fait a beaucoup d'affinités à mon sens avec Peggy, mais plusieurs décennies plus tard, c'est un autre auteur que vous connaissez tous sûrement très bien, c'est Romain Gary. Romain Gary, c'est aussi quelqu'un qui n'a cessé de parler de fraternité, donc beaucoup plus près de nous. Et Gary, ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne sais pas si vous y êtes sensible, mais Gary est parfois un peu un auteur suspect, un auteur jugé un peu ringard, un peu gentil, un peu facile. Bon, je crois que c'est en train de passer un petit peu cette image qu'a Romain Gary, mais néanmoins c'est un peu son statut. D'ailleurs, à l'université, par exemple, pendant très longtemps, il était impossible de travailler sur Gary. C'est plus le cas aujourd'hui, mais parce qu'il y avait une réticence d'un auteur un peu trop grand public. Vous voyez un peu ces auteurs comme Saint-Exupéry, un petit peu cette engeance-là d'auteur. Or, cet aspect un petit peu ringard, le premier conscient de ce problème, c'était Romain Gary lui-même. Gary plaisante énormément là-dessus. D'ailleurs, une des raisons d'avoir inventé Émile Ajar à la fin de sa vie, c'était ce problème. Et Gary est même obsédé par le fait d'utiliser une langue et de défendre des valeurs qui sont désuètes, qui sont passées de mode. Il y a une espèce d'humanisme, c'est le mot que Gary utilise faute de mieux, que Gary veut défendre en ayant conscience qu'il est impossible d'utiliser les mots de cet humanisme-là. Et un des mots centraux de cet humanisme, c'est le mot de fraternité qu'on trouve d'un bout à l'autre de son œuvre, que ce soit pour défendre la fraternité de la résistance, la fraternité universelle, la fraternité également des petites communautés hippies qui l'ont intéressé à un moment. Enfin, on la trouve partout en fait dans l'œuvre de Gary. Ce qui est assez fort chez lui et un peu inédit, d'abord, c'est que, alors il est un de ceux qui les premiers prend en charge complètement la question de la Shoah dans cette écriture de la fraternité, dans un livre dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais que je vous invite à lire si vous ne connaissez pas. C'est un livre qui s'appelle La danse de Gengis Khan, livre très étonnant de Gary, qui raconte l'histoire d'un Dybbuk, d'une espèce de fantôme, de démon juif qui hante le SS qu'il a assassiné par balle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais le livre se passe dans les années 60. Donc une espèce d'amitié fusionnelle entre ces deux personnages, donc livre un peu délirant, un peu fou. Je ne parle pas de ce livre-là parce que je voudrais parler d'un autre livre où le dispositif est poussé encore plus loin par Gary, qui est un de ses derniers livres, et un de ceux qu'il a signé, Émile Ajar, qui est un livre qui s'appelle Pseudo. Pseudo, c'est le 3e livre signé Émile Ajar par Romain Gary. Donc je vous rappelle l'affaire Émile Ajar en 2 mots, c'est que Gary voulait se renouveler, était dans une impasse existentielle, et une impasse aussi en termes de statut littéraire à beaucoup d'égards, et il a créé de toutes pièces cet autre écrivain sans que personne ne sache, à quelques très rares exceptions près, qu'il était le véritable auteur. Et donc ça va notamment donner ce livre, le 2e signé Émile Ajar, qui va remporter le Goncourt, qui s'appelle La vie devant soi, alors que le Goncourt ne peut être attribué qu'une seule fois normalement à un auteur. Donc à ce jour, Gary est la seule personne qui a reçu 2 fois le prix Goncourt. Pourquoi Pseudo ? Pourquoi ce livre Pseudo ? Ce livre est un livre très particulier, écrit dans une langue très déroutante, qui fait parler un schizophrène. Le narrateur est schizophrène. Mais ce schizophrène, ce n'est pas n'importe qui. Parce que pour pouvoir faire défendre Émile Ajar dans la presse, Gary avait mobilisé son neveu, qui s'appelle Paul Pavlovitch, et à qui il demandait de se présenter comme étant le vrai Émile Ajar. Et donc Paul Pavlovitch, vous trouvez ça sur YouTube, vous verrez des numéros d'apostrophes, vous avez Paul Pavlovitch, qui vient dire qu'il est Émile Ajar. Plus tard, il viendra dire qu'il était en fait le neveu de Romain Gary, mais c'est dans un second temps. Seulement, Paul Pavlovitch se prend au jeu et commence à dire à Gary, mais est-ce qu'on ne pourrait pas écrire ensemble plutôt ? Émile Ajar, c'est quand même un peu moi. Bon, et commence à vouloir un petit peu trop s'investir lui-même derrière ce personnage fictif d'Ajar. Et ça, Gary n'entend pas de cette oreille. Donc Gary écrit Pseudo. Et qu'est-ce que c'est Pseudo ? C'est un personnage qui s'appelle Paul Pavlovitch et qui est schizophrène
et qui est baladé d'asile de fous en asile de fous partout en Europe, et dans une sorte de long délire, hein, et avec un oncle qui le persécute, qui s'appelle Tonton Macoute, qui est donc Gary lui-même, vous voyez. Et donc c'est ce récit-là, un pseudo, c'est ça, et c'est seulement ça d'ailleurs, hein, une espèce de monologue extraordinaire de paroles d'un fou. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce délire, puisque justement, voilà, c'est un texte de délire, et ben ce que va raconter Paul Pavlovitch, c'est l'histoire de la fraternité. C'est un livre qui parle de fraternité d'un bout à l'autre. Voici quelques extraits que je vous donne. Je me sens le produit d'une consanguinité intolérable et fraternelle. Consanguinité, vous voyez, le sens propre, hein, et puis la fraternité. Charrié par mon sang d'un massacre à l'autre. Mourant sous la torture. Torturé et tortionnaire. Terroriste et terrorisé. Écrabouillé et écrabouilleur. Je me scinde en deux. Schizo. À la fois exterminé et exterminateur. Pliouch et Pinochet. Et je suis alors saisi de tendances humanitaires morbides, messianiques et réformatrices aiguës, avec psychiatre et camisole de force chimique, en proie à la conviction parano que tous les hommes sont mes frères et toutes les femmes mes sœurs, ce qui me fait souvent débander. Donc vous voyez avec la phrase elle-même qui débande, hein, je ne sais pas si vous voyez le jeu ici, dans le rythme même de l'écriture. Et puis, toujours dans Pseudo, je ne sais pas si j'ai été vaincu, si c'est par lâcheté, soumission, résignation, bref, si c'est une guérison, mais je me sens prêt à m'accepter comme caricature pour devenir enfin mon semblable, mon frère, égaux, cette fois de Baudelaire, hein, et du poème au lecteur qui inaugure les fleurs du mal. Hein. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Donc le délire de ce... Je remets la précédente parce qu'elle est plus longue, donc elle est plus riche. Le délire de ce Paul Pavlovitch, c'est un délire de la fraternité qui dit tout le temps une chose et son contraire. C'est ça le propre en fait du discours qui est développé dans Pseudo, c'est que c'est un discours des contradictions. C'est pas du tout un artifice rhétorique pour avoir des choses à écrire, c'est qu'en fait, c'est cela la clé de la fraternité que veut défendre Gary. Elle naît en permanence un discours de la contradiction qui dit à la fois la violence et sa résolution, et puis à nouveau la violence et à nouveau sa résolution, dans une espèce de posture schizo, comme il l'appelle, mais nécessaire. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il faut jeter la fraternité avec l'eau du bain, en disant c'est de la psychose, c'est du délire, ça n'est pas intéressant. Pas du tout. Il s'agit de dire que cette psychose, elle est fondatrice de l'humanité. Elle nous anime. Et en quelque sorte aussi, il s'agit de réveiller ce discours en disant ces valeurs humanitaires, là, ces valeurs humanistes un peu imprononçables, toujours désuètes, un peu fatigantes, un peu surannées, je veux leur faire subir un traitement de choc, comme les électrochocs que subit mon narrateur. Et c'est ce traitement de choc dans la langue que je présente au lecteur. Donc le but, c'est de réveiller, vous voyez, de raviver la fraternité. Donc vous voyez, en situant comme ça la fraternité du côté du délire, du côté d'une forme de discours psychotique, il ne s'agit pas de la discréditer. Et peut-être que c'est une des manières de parler de la fraternité aujourd'hui, c'est-à-dire de la situer du côté d'une espèce de folie, mais pas d'une folie qui vise à dérégler une norme, plutôt d'une folie fondatrice en particulier. Et tout à l'heure, je citais une formule de Malraux qui dit « la fraternité, ça vient d'une forme d'irrationnel des cavernes ». Hein, d'irrationnel des cavernes. Et Malraux, c'est aussi un des grands défenseurs de la fraternité au XXe siècle. Peut-être qu'une des clés de la réconciliation avec la fraternité dans le contemporain, c'est de regarder en face une forme d'irrationalité, mais une irrationalité nécessaire et constitutive. Ouais, merci. Merci.